maintenant, vous avez étudié uniquement les effets des charges électriques à l'état statique dans le vide. Dans cette vidéo, on va voir les propriétés d'un corps qui possède des charges libres de se déplacer lorsqu'il est placé dans un champ. Et on va étudier ses propriétés lorsqu'il atteint l'équilibre électrostatique. On va suivre le plan suivant. On va commencer par les propriétés d'un conducteur, puis les propriétés d'une cavité à l'intérieur d'un conducteur. Ensuite, on va voir le théorème de Coulomb et on finira par la pression électrostatique. C'est quoi un conducteur? Un conducteur, c'est un corps dans lequel les charges se déplacent lorsqu'une force électrostatique leur est appliquée, aussi petite soit-elle. Suivant le type des charges libres, on peut distinguer plusieurs conducteurs. Les métaux, comme exemple le cuivre et l'aluminium, possèdent des électrons libres. Les solutions chimiques, par exemple les électrolytes, les charges mobiles, ce sont les ions. Et le troisième type des conducteurs, c'est le cas des plasmas. Ce sont les ions et les électrons qui sont mobiles. Mais dans ce cours, on va se contenter d'étudier juste les conducteurs solides en équilibre. Vous avez vu dans le chapitre précédent que lorsqu'on met en contact deux conducteurs, l'un chargé et l'autre non chargé, vous avez remarqué que le deuxième se charge lui aussi parce qu'il y a déplacement des charges de l'un vers l'autre. Mais ce déplacement va cesser dès que les deux conducteurs atteignent l'équilibre électrostatique. Donc par définition, l'équilibre électrostatique est atteint lorsqu'aucune charge libre ne se déplace à l'intérieur du conducteur. Un conducteur en équilibre électrostatique possède certaines propriétés qu'on va voir tout de suite. On va prendre un conducteur homogène, c'est-à-dire formé par de mêmes types d'atomes, et isotherme, c'est-à-dire à température constante pour éviter l'agitation thermique des électrons. La première propriété est le champ électrique est nul en tout point du conducteur. La seule force mise en jeu en électrostatique est la force de Coulomb. La force électrostatique égale à Q fois le champ électrostatique. Puisque le conducteur en équilibre, c'est-à-dire les charges sont au repos, alors la force électrostatique auquel il est soumise est nulle. F est nul. Cela implique que le champ électrostatique est nul dans le conducteur. La deuxième propriété est la densité volumique de charge est nulle. D'après l'équation locale de Gauss, divergence du champ électrostatique égale à la densité volumique de charge sur y0, puisqu'on a le champ électrostatique est nul, donc la densité volumique de charge est nulle aussi. Par conséquent, un conducteur ne peut être chargé qu'en surface. La troisième propriété est le potentiel est constant à l'intérieur et sur la surface du conducteur, d'après la relation le champ électrostatique égale à moins gradient V. Le champ est nul dans le conducteur, alors le potentiel est constant. Conséquence, la surface d'un conducteur est une surface équipotentielle et vous avez vu en électrostatique qu'une ligne de champ et le champ électrostatique sont toujours perpendiculaires à une surface équipotentielle, alors les lignes de champ et le champ sont perpendiculaires à la surface d'un conducteur. Et puisque le champ est nul en tout point d'un conducteur, donc le champ en un point très voisin d'un conducteur est perpendiculaire à la surface de ce dernier. Maintenant, on va voir les propriétés d'un conducteur creux en équilibre électrostatique. On a vu tout à l'heure que le potentiel est le même en tout point du conducteur, que ce soit dans le volume ou sur la surface. Ce conducteur creux présente deux surfaces, la surface externe et interne. Donc la surface interne se trouve au même potentiel que la surface externe et le volume. On va montrer que le potentiel dans la cavité est le même que dans le conducteur. On va prendre deux points M et N de la surface interne. On a Vm est égal à Vn puisque le potentiel est constant sur la surface interne. On va étudier l'évolution du potentiel le long de la trajectoire Mn en utilisant l'équation de Poisson. Le Laplacien de la fonction potentielle est égal
1 moins la densité volumique sur y0. En coordonnées cartésiennes, cette équation s'écrit de la façon suivante. Si les potentiels varient entre deux points de même potentiel m et n, cela veut dire que la fonction potentielle présente sûrement des extrémums entre m et n. Autrement, si le potentiel varie entre m et n, cela veut dire que le potentiel présente des maximums ou des minimums ou les deux. Comme vous savez, une fonction présente un extrémum, cela veut dire que sa dérivée première s'annule dans ce point. Pour savoir si cet extrémum est un maximum ou minimum, il faut étudier le signe de sa dérivée seconde en ce point. Cet extrémum est un maximum implique que la dérivée seconde de la fonction potentielle est strictement négative en ce point, donc la densité volumique dans la cavité est strictement positive, d'après l'équation de Laplace. Cet extrémum est un minimum implique que la dérivée seconde de la fonction potentielle est strictement positive en ce point, et par conséquent, la densité volumique est strictement négative dans ce point. Or, dans la cavité, la densité volumique est nulle, alors il ne peut y avoir d'extrémum, ce qui implique que le potentiel est constant et égal à celui du conducteur dans la cavité. Maintenant, on va montrer que le champ est nul en tout point de la cavité. Le champ électrostatique est égal à moins gradient V. Or, le potentiel est constant dans la cavité, par conséquent, le champ est nul dans la cavité. Maintenant, on va montrer que la surface interne du conducteur ne porte pas de charge. Pour cela, on va utiliser le théorème de Gauss. On considère comme surface de Gauss un cylindre s'appuyant sur l'élément de surface ds de la cavité. On a montré tout à l'heure que le champ est nul dans le conducteur et dans la cavité, alors le flux du champ électrostatique à travers la surface du cylindre est nul. Alors le flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss qui est nul est égal aussi à la charge enfermée dans la surface de Gauss sur y0. Donc la densité surfacique de charge interne est nulle. Cela implique que la surface interne du conducteur ne porte pas de charge. Maintenant, on va voir comment exprimer le champ en un point M, très voisin d'un conducteur en équilibre. Jusqu'à maintenant, on sait que le champ est nul dans le conducteur et tout près de la surface, le champ est normal à la surface. Maintenant, on va voir comment exprimer le champ en un point tout près de la surface en utilisant le théorème de Gauss. Considérons comme surface de Gauss un cylindre d de sigma infinitésimal, de base infinitésimale, d'axe normal à la surface du conducteur et situé de part et d'autre de la surface du conducteur. On va essayer de calculer la valeur du champ en un point au voisinage du conducteur. Le champ est normal à la surface du conducteur car c'est une surface équipotentielle. Le flux du champ à travers la surface de Gauss, qui est ici le cylindre infinitésimal d de sigma, est égal à la somme des flux à travers les deux surfaces de base du cylindre et celui à travers la surface latérale. Or, le flux du champ à travers la surface de base et la partie de la surface latérale qui se trouve incluse dans le conducteur est égal à 0 parce que le champ est nul dans le conducteur. En revanche, le flux du champ à travers la partie de la surface latérale qui se trouve à l'extérieur du conducteur est égal à 0 car le champ est perpendiculaire au vecteur ds de la surface latérale. Donc il reste à calculer le flux du champ à travers la surface de la base qui se trouve à l'extérieur du conducteur en équilibre. Puisque le cylindre est infinitésimal, donc le champ est considéré comme uniforme en tout point de la surface de base SB2, donc on peut le faire sortir de l'intégrale et finalement le flux total égale au produit du champ avec la surface de base. Ce flux égale aussi, d'après le théorème de Gauss, à la charge intérieure sur y0. La charge intérieure au cylindre de Gauss, c'est la charge répartie sur la surface du conducteur sur laquelle s'appuie le cylindre. Cette surface est parallèle et égale aux surfaces de base du cylindre. Finalement,
le champ s'écrit le champ électrostatique égal à sigma sur epsilon0 et en vecteur, le champ électrostatique c'est sigma sur epsilon0 fois n avec n et le vecteur unitaire normal à la surface. Maintenant, on va voir l'expression de la pression électrostatique auquel est soumis un conducteur en équilibre électrostatique. Soit un conducteur en équilibre, bien sûr chargé en surface avec la densité surface x sigma, et dont la charge totale est grand Q. Prenons l'élément de surface ds contenant la charge dq, dq égale à sigma ds, dq se trouve soumis à l'action du champ E2, produit par le reste de la charge du conducteur, c'est-à-dire grand Q moins dq. Par conséquent, la charge dq de l'élément de surface ds est soumise à la force électrostatique dF due au champ E2. dF égale à dq fois O2 égale à sigma ds fois O2. Pour déterminer cette force, il faut calculer le champ E2 produit par la charge grand Q moins dq. On définit l'élément de surface ds comme étant un disque de centre O et de rayon dr très faible. On considère un point A de l'axe du disque tel que OA est très inférieur à dr. Étant donné la distance OA est très inférieure au rayon dr du disque, alors on peut considérer le disque de surface ds comme étant un plan infini chargé qui va créer un champ électrostatique E1 en A, dont l'expression est identique à l'expression du champ produit par un plan infini en un point au-dessus du plan. De toute façon, vous avez étudié en TD le champ produit par un plan infini chargé. Or, le champ E2 qu'on cherche est celui produit par la charge grand Q moins sigma ds au point A. Et d'après le théorème de Coulomb, qu'on vient de voir tout à l'heure, l'expression du champ en un point A, tout près du conducteur, est donnée par l'expression E égale à sigma sur epsilon0 fois n, qui est égale aussi à la somme des deux champs E1 créés par l'élément ds considéré comme plan infini, plus E2, le champ créé par le reste de la charge du conducteur, c'est-à-dire grand Q moins sigma ds. Donc, l'expression du champ E2 est calculée de la façon suivante. E2 égale à E moins E1. Or, la force électrostatique exercée par la charge grand Q moins dq sur l'élément dq, et dont l'expression est la suivante, dF égale à sigma ds fois E2, en remplaçant le champ E2 par son expression, on aura l'expression finale de la force exercée sur l'élément ds. D'après l'expression de la force, on remarque que la force dF est perpendiculaire à la surface du conducteur, et puisque ce terme ds sur 2 epsilon 0 sigma au carré est positif, donc la force est dirigée vers l'extérieur indépendamment du signe de la charge, donc c'est une force d'expansion qui tend à augmenter le volume du conducteur. Donc la pression électrostatique exercée sur l'élément ds est la suivante. La pression électrostatique égale au module de la force dF sur ds, égale aussi à sigma sur 2 epsilon 0. Merci et attendez la prochaine vidéo pour la suite de ce chapitre.